Jean-Michel. La présentation est très élogieuse, mais enfin, à mon tour de remercier, je remercie M. Angelard de l'invitation, et je remercie Jean-Michel Éloi aussi de on va dire de son intercession, puisqu'on va parler de la Vierge Marie, de son intercession pour que je parle ici. Mais nous étions voisins à la faculté des lettres, donc nos portes étaient souvent ouvertes et nous nous entendions bien. Et alors, j'ajouterais que c'est pour moi une journée extrêmement agréable parce que je suis invité pour parler des choses que je connais le moins mal, je crois. Et c'est à Amiens même, c'est-à-dire le lieu qui était le foyer de ces choses-là. Et Amiens, où j'ai enseigné à la faculté des lettres de 1998 à 2014, et où j'ai été heureux d'enseigner, n'est-ce pas? Ce que là aussi, j'espère, je connaissais le moins mal. Donc, bienvenue à tout le monde, si j'ai besoin de prononcer cette bienvenue. Et je crois que la récompense, si récompense il y a, sera que nous aurons peut-être vérifié, après ce propos, que Amiens, à la fin du Moyen-Âge, était un pays de haute civilisation et, je crois, de grande culture, mais à la condition que l'on prenne les choses, que l'on prenne le propos d'une certaine façon. Alors, je ne me rappelle plus bien le titre de cette conférence, il faut essayer de parler dans le sujet tout de même, mais c'était, je crois, poésie lyrique et poésie religieuse, quelque chose comme cela, poésie lyrique dans le cadre religieux. C'est dire que pour ce puits d'Amiens, qui est très connu, nous parlerons assez peu de l'image même, quelques mots simplement, mais nous parlerons des textes qui sont souvent abordés plus superficiellement, dirons-nous. Alors, je commencerai par parler de l'aspect historique des choses, c'est-à-dire de dire quelques mots de ce puits, de la confrérie Notre-Dame, ou de cette confrérie du puits Notre-Dame, peu importe, parler un peu de son existence jusqu'au commencement de la Renaissance. Je dirais ce qui me paraît être sa spécificité, à savoir qu'entre le sujet de dissertation, disons, et le poème, il y avait la médiation d'un tableau. Et nous le savons bien tous, mais c'est une formule qui est tout de même relativement originale, et nous parlerons peut-être un peu plus amplement, avec des images à l'appui, du manuscrit qui est en même temps le recueil le plus autorisé de ces poèmes proposés pour le puits de Notre-Dame à Amiens. Donc, pour commencer, et pour l'aspect historique des choses, le puits de la confrérie Notre-Dame était donc, comme je viens de le dire, l'émanation d'une confrérie. Alors une confrérie, nous savons ce que c'est. C'est une association qui, en général, est urbaine, d'activités communes, d'intérêts communs et aussi d'entraide mutuelle. Les confréries, il y en a eu beaucoup, et la confrérie du puits Notre-Dame d'Amiens, apparemment, n'était pas une confrérie, disons, professionnelle ou de métier, c'était une association de gens qui s'aimaient bien et qui s'entraidaient. Disons que la confrérie, en général, c'est une société de frères, c'est ça les confrères, des frères qui sont ensemble, mais des frères que l'on sait choisis. Et cette confrérie avait un certain nombre d'exercices de piété dans l'année, c'est-à-dire qu'elle se souciait de suivre avec assiduité les offices de la Vierge dans l'année, les fêtes de la Vierge. Alors on commençait évidemment à la présentation, la Chandeleur, 2 février, j'aurais en reparlé, l'Annonciation, 25 mars, la Visitation, peut-être, je n'en suis pas sûr, ça aurait été le début du mois de juillet, l'Assomption, 15 août, Notre-Dame de la Mi-août, comme on disait, et ensuite la fête de la Nativité, c'est-à-dire le 8 septembre, et à l'extrême fin de la période qui m'intéresse, c'est-à-dire le début de la Renaissance, la fête également de la Conception, 8 décembre, c'est-à-dire, n'est-ce pas, 9 mois avant la fête de la Nativité. Donc la confrérie suivait assidûment les offices de ces fêtes de la Vierge. Il y avait une messe spéciale pour les confrères et pour le repos de l'âme des confrères le jeudi, et il y avait évidemment une assemblée générale chaque année, justement pour la Chandeleur. Et la Chandeleur, il se trouve, j'ai lu ça quelque part, je ne me souviens plus où, et je ne suis pas historien, alors je regrette, mais
j'ai lu quelque part que la fête de la Chandeleur avait beaucoup de popularité, était fêtée très grandement à Amiens. Et alors évidemment, cela faisait pester les prêcheurs qui disaient que les Amiénois se rendaient à l'office le plus tôt possible le matin pour avoir une plus grande journée pour faire la fête. Ce qui est une définition comme une autre du sens festif, y compris dans l'Église. La Chandeleur, c'est la fête de la purification de la Vierge, vous le savez, après un certain nombre de semaines après la naissance de l'enfant. Et elle s'appelle Chandeleur parce que c'était la fête de Notre-Dame des chandelles, Candelarum. Chandeleur vient de Candelarum, fête donc des chandelles pour la bonne raison qu'il y avait très tôt le matin une procession aux chandelles qui se rendait dans l'église, dans la cathédrale ou ailleurs. C'est à l'occasion de la Chandeleur que la confrérie du Puy Notre-Dame tenait, on dirait aujourd'hui, son assemblée générale. Alors l'assemblée générale consistait à élire un nouveau président, le mandat était annuel, et ce président, pour des raisons que nous pourrons voir tout à l'heure ou sur lesquelles nous pourrons conjecturer des choses, était appelé maître, n'est-ce pas? Le président de cette association était appelé maître et non pas prince, comme dans d'autres associations homologues. Donc on élisait le maître de l'année, on procédait à des activités pieuses, évidemment, de messe, le lendemain, messe pour les trépassés de l'association, et l'on procédait aussi à un banquet dans un établissement qui s'appelait le Pot d'Étain. Il y en a un qui s'appelle ainsi à Amiens aujourd'hui encore, je ne sais pas si c'était à la même adresse, et on procédait aussi à ce qu'on appelle le puits. Le puits, c'est-à-dire une manifestation qui était à la fois religieuse et culturelle, disons culturelle à sujet religieux, n'est-ce pas? J'y reviendrai dans un instant. Alors on pourrait présenter des pièces de théâtre, on a des renseignements là-dessus, mais on n'a pas retrouvé à ma connaissance de pièces de théâtre, mais on présentait des poèmes et l'on récompensait le lauréat. C'est cela qu'on appelait le puits. Le puits, le mot s'écrit P-U-Y, n'est-ce pas? Il vient du latin podium en français moderne, et en latin le mot signifie d'une manière générale éminence. Alors le mot vous le trouvez bien évidemment dans la toponymie, par exemple le Puy-en-Velay, pour ceux d'entre vous qui connaissent ce paysage basaltique dans lequel il y a en effet au moins 3 éminences qui sont des restes de volcans. Et voilà, c'est le puits, le lieu élevé par rapport au Velay. Et le puits, on a une trace aussi dans la chanson de Roland, je cite de mémoire, pour le paysage de Roncevaux, ça ne correspond pas à la réalité, mais c'est un paysage à la Gustave Doré, dirons-nous. Hauts sont les puits et les vals ténébros. Voilà où sont logés les chrétiens, n'est-ce pas? Hauts sont les puits, hauts sont les sommets et les vallées ténébreuses. On trouve ce vers plusieurs fois dans la chanson de Roland. Donc une éminence. Et l'on peut penser que dans le cadre d'une association, je me fie à des enluminures que l'on trouve non pas au puits d'Amiens, mais dans d'autres puits. On peut penser que le puits en question, c'est l'estrade en quelque sorte, le podium où se tenait le jury en délibération et où éventuellement était jouée la pièce de théâtre, où éventuellement était lu le poème du lauréat. Voilà pour ce qui concerne le puits. Alors, le puits d'Amiens n'est pas, et de loin, le premier qui aurait existé dans l'histoire. Disons que les puits, en tant qu'association littéraire ou foyer de manifestations littéraires, c'est une caractéristique plutôt de la France du Nord, je veux dire de la moitié nord de la France. Mais on sait qu'il y a eu un puits à Arras, par exemple, au XIIIe siècle. On n'a pas de documents dessus, mais on sait qu'un certain nombre d'écrivains très connus à l'époque ont participé à ce puits d'Arras, sur lequel on ne sait pas grand-chose d'autre. Mais il y a eu un puits à Valenciennes qui a fait toutes sortes de choses. Là, on a des documents. Il y a des puits à Douai, plus tard à Lille, tout ce qui est la Flandre, le Hainaut, etc. On a des puits. Et celui de Paris même aura été beaucoup plus connu que les autres. C'est le puits de la confrérie Saint-Éloi, qui aura été très actif de 1330 à peu près à 1380. Vous voyez, nous sommes vraiment au cœur du XIVe siècle ici, et auquel on doit des textes qui sont des miracles de Notre-Dame, c'est-à-dire des histoires où Notre-Dame aura obtenu un miracle, mais portés sur la scène.
les miracles de Notre-Dame par personnage, joués, n'est-ce pas, sur la scène à raison d'une pièce par an, et aussi on récompensait là des poèmes. Donc Paris au XIVe siècle. La confrérie du Puy Notre-Dame d'Amiens aurait été fondée dans les années 1389. Alors je dis ça à 3-4 ans près, pour simplifier, on va dire 1390 à peu près, et bon, elle a eu des statuts, et c'est peut-être bien l'époque à laquelle on a lié à cette confrérie le Puy véritablement, c'est-à-dire le concours de poèmes, n'est-ce pas, le concours de poèmes. Comment se passait ce concours poétique, et d'abord, quel poème espérait-on primer, et quelle sorte de procédure suivait-on entre le moment où l'on donnait le sujet et le moment où l'on primait le poème. Je disais tout à l'heure que, à l'occasion de la Chandeleur, c'est-à-dire de l'Assemblée générale de cette association, on élisait un nouveau maître. Et je disais qu'ailleurs, on appelait le président de cette sorte d'association culturelle le prince, n'est-ce pas? À Amiens, c'est le maître, et d'ailleurs à l'imitation du Puy d'Amiens, il y a eu un puits à Abbeville où le prince en question était appelé le bâtonnier. Vous allez savoir pourquoi le bâtonnier, bon, c'est une autre affaire, mais enfin, à Amiens, nous avions le maître en question. Et alors, le maître donne en quelque sorte un sujet de dissertation à ceux qui seraient attirés par la composition d'un poème très compliqué. Voilà comment on peut voir les choses tout à fait de l'extérieur. Il invente par conséquent un vers, ce maître, et ce vers doit être un décasyllabe, un vers de 10 syllabes, n'est-ce pas? Un vers de 10 syllabes. Alors par exemple, un personnage qui s'appelle Després aura inventé un décasyllabe qui est préministrant, pâture salutaire, préministrant, pâture solitaire, il s'appelle Després, il parle du pré. Vous voyez que le maître, pour faire de la publicité autour de son nom, autour de, j'allais dire, de son rang social, peut inventer un jeu de mots qu'il met justement dans ce décasyllabe qu'il invente. Alors, il a beaucoup de temps pour inventer le décasyllabe. On a beau être un notable à Amiens, on n'est pas forcément un poète. En principe, il a entre la Chandeleur et la fin du printemps, ce qui est pas mal pour composer un seul vers. Donc il peut vraiment faire quelque chose d'un peu particulier, d'un peu exceptionnel. Et ce vers qu'il invente, c'est ce qu'on appelle sa devise pallinodiale. Le mot de devise signifie au Moyen-Âge maxime ou quelque chose comme ça, et pallinodiale signifie que cette devise doit être employée en palino dans un poème, palino, palline, odé, propos qui se répète, c'est-à-dire en refrain. Donc le poème que l'on composera, c'est un poème à refrain. Et le refrain, encore une fois, sera la devise pallinodiale inventée par ce cher maître de la confrérie du Puy d'Amiens. Donc la devise pallinodiale devient publique, non pas à l'été, non, mais elle est confiée à ce moment-là à un peintre. Alors à dire la vérité, dans les statuts de la confrérie du Puy Notre-Dame, c'est en 1452 que la confection d'un tableau aux frais du maître de la confrérie devient obligatoire, devient statutaire. Et alors le maître demande à un peintre de représenter le donateur en quelque sorte, de représenter le maître lui-même en prière. Ce maître, n'est-ce pas, voit de ses mains jointes s'échapper une banderole, on dirait un phylactère, et sur ce phylactère est inscrite sa devise. Alors pour Després, pré-ministrant, pâture salutaire. Voilà. Cette devise-là, qui devient semi-publique et que doit évidemment représenter et commenter le peintre. Et en même temps, le peintre qui travaille pendant tout l'été et tout l'automne aussi, ce peintre-là est le premier commentateur de la devise pallinodiale. Je ne sais pas si son programme est libre
ou n'est pas libre, mais en tout cas, ce programme est un commentaire extrêmement complexe, souvent, de la devise du maître. Alors, je reviendrai à n'est-ce pas, à ce programme iconologique, pour ainsi dire, mais enfin, je ne suis pas un spécialiste de l'iconographie, simplement pour le jour où vous irez revoir les tableaux du Puy d'Amiens, n'est-ce pas, au musée de Picardie, quelques indications. Vous avez la série des tableaux de 1519 à 1521, je parle en nouveau style, ça peut être 1518, 1520, donc 3 tableaux qui sont attribués à un artiste qu'on appelle le maître d'Amiens, puisque jusqu'à ce jour il est anonyme, mais c'est un artiste vraiment très particulier et très, je dirais, très travailleur en même temps, puisqu'on peut dire que ces tableaux, notamment celui de 1521, Palme et lutte du Sauveur pour victoire, n'est-ce pas? Ce tableau-là, on peut dire que c'est une enluminure géante, vraiment une enluminure géante. Vous voyez normalement dans l'axe du tableau la Vierge, et c'est une Vierge intercesseur, c'est-à-dire une Vierge intermédiaire entre l'homme et Dieu, c'est une Vierge à l'enfant, mais qui est elle-même située entre la terre et le ciel, n'est-ce pas? Vraiment dans l'axe vertical du tableau, et pour celui dont je parle, Palme et lutte du Sauveur pour victoire, n'est-ce pas, derrière elle, on voit un palmier, palme, le mot de palme désigne le palmier aussi dans la langue médiévale, on voit un palmier fructifère d'ailleurs, et au premier plan, c'est le couple du donateur, Nicolas Le Caron, et de sa femme, chacun agenouillé devant un prie-dieu et devant un livre ouvert qui manifestement est un livre d'heures. Qu'est-ce qu'un livre d'heures? C'est une sorte d'accessoire de piété, un livre qui permet à la maison de suivre les exercices de dévotion tels qu'on les suit dans les congrégations religieuses. Alors vous avez les cloches de la congrégation qui peuvent vous donner la bonne heure, mais enfin vous avez l'office de prime, la première heure, 6 heures du matin, l'office de tierce, la 3e heure, 9 heures du matin, l'office de sexte, la 6e heure, qui est l'office de midi, l'office de nonne, c'est-à-dire la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, l'office de vêpres, vespera, c'est-à-dire la fin de l'après-midi, 6 heures, et l'office de compli, completa ora, l'heure est achevée, l'heure est complète, à 9 heures du soir. Et si vous êtes un laïc pieux, vous avez votre livre d'heures dans la poche ou à portée de la main, et vous lisez les textes de dévotion qu'on lit à cette heure-là dans la congrégation dont je parlais. Donc, on voit Nicolas Le Caron et sa femme face à face entre leurs enfants, et d'ailleurs l'axe central qui représente la Vierge aboutit à leurs enfants. Voyez-vous, comme ils peuvent être eux-mêmes sous la protection de la Vierge. Mais au plan suivant, alors j'espère que vous pourrez aller revoir rapidement ce tableau du palmier qui s'appelle la Vierge au palmier. N'est-ce pas, au plan suivant, vous voyez des notables de la ville d'Amiens, bon, je ne les connais pas spécialement, mais au plan suivant, vous repérez un cardinal à droite, vous repérez le pape, y compris le pape qui est à la droite du cardinal, mais sur la gauche, vous repérez une jeune femme qui porte des cuissardes de métal. Ça n'était pas tellement l'usage au XVIe siècle, comme ça n'était pas tellement l'usage que la femme porte un pantalon, mais la femme en question, c'est Jeanne d'Arc, n'est-ce pas, qui est représentée sur ce tableau, et surtout au sommet du tableau, au dernier plan, à droite, vous repérez une ville close de murs, entourée d'ailleurs d'une rivière très échancrée qui ressemble à la mer, et derrière ces murs, une cathédrale qui est la cathédrale d'Amiens. Et là, il y a une suggestion bel et bien d'une ville qui se trouve être une métropole commerciale, peut-être plus qu'intellectuelle. Elle se trouve près de la mer, enfin dans la représentation du peintre, mais on sait que Amiens
notamment par sa spécialité des pâtés, mais aussi par son traitement de la laine qu'elle importait. Amiens était une ville qui vivait largement de ce que nous appelons aujourd'hui l'import-export, n'est-ce pas? Et en même temps, chaque élément du paysage urbain pourrait être un symbole de la Vierge. Le temple, c'est un symbole, le temple de David, c'est le symbole de la Vierge. Une tour, la tour de David, symbole de la Vierge. Muraille, hortus conclusus, le jardin fermé, etc. Tous les éléments apparemment réalistes, puisqu'on a reconnu le beffroi, paraît-il, à côté de la cathédrale, pourraient être des symboles de la Vierge. Et là, c'est la leçon d'un autre peintre flamand, c'est la leçon de Jean Van Eyck. Quand vous regardez la Vierge au Chancelier-Rolin, vous apercevez que les paysages urbains qui sont représentés pourraient tous être, en quelque sorte, des symboles de la Vierge. Et c'est ça le génie de Jean Van Eyck. Alors nous sommes 3/4 de siècle avant la Vierge au palmier, mais le génie de Jean Van Eyck, c'est de vous avoir montré un paysage que l'on croit tout à fait réaliste, et qui est réaliste d'ailleurs, même si on n'a pas retrouvé les sources, et qui en même temps est entièrement symbolique. N'est-ce pas? Vous avez une sorte de réalisme symbolique ou de symbolisme réaliste. Et pour les amateurs d'art parmi vous, c'est-à-dire tout le monde, il y a sur la représentation à gauche du tableau, au dernier plan de cette même Vierge au palmier, la représentation d'une sorte de temple, un dôme, on dirait un peu le Panthéon de Rome, assez ruiné, etc. Vous croiriez, et vous auriez raison, à une copie, n'est-ce pas, d'un fragment d'un tableau de Patinir, Patinir, qui était un peintre flamand, représentation d'un élément, d'un tableau qui s'appelle La fuite en Égypte et qui se trouve à Madrid au musée du Prado. C'est intéressant parce que si le peintre, le maître d'Amiens, travaille dans les années 1520-1521, il reprend un motif d'un tableau de Patinir qui est un motif extrêmement récent, puisque cette fuite en Égypte aurait été peinte à peu près dans les années 1519, etc. Donc voilà, tout cela pour vous dire que le maître du Puy d'Amiens, qui est conscient probablement de sa valeur et de ce qu'on appellerait aujourd'hui sa surface sociale, c'est quelqu'un qui ne lésine pas sur le prix de revient. Un tableau comme celui-là, si le peintre connu, certainement, ce maître d'Amiens, talentueux en tout cas, a mis 4 mois pour l'achever, c'est un travail qui ne devait pas être bradé. Donc le maître d'Amiens dépensait largement. Alors le tableau doit être exposé dans la cathédrale, n'est-ce pas, à partir de Noël. Ça, on le fait ou on ne le fait pas. Mais en 1492, il est inscrit dans les statuts que le dépôt du tableau qu'on doit faire peindre statutairement, n'est-ce pas, c'est dans des amendements au statut qui datent de 1452, je le disais tout à l'heure, ce tableau-là doit être déposé à la cathédrale, 1492, donc exposé au regard public. Alors, premièrement, le chapitre de la cathédrale se constitue comme ça, une collection de tableaux. Et je pense que c'est dans les parages du transept où, aujourd'hui encore, on trouve ce qu'on appelle c'est pas les tableaux de marbre noir ou les crételles de marbre noir, enfin les tables de marbre noir, où est inscrite la liste des maîtres de la confrérie du Puy d'Amiens, n'est-ce pas? La liste est plus récente que l'époque dont je parle, elle doit être du XVIIe siècle à peu près, mais c'est dans le secteur de la cathédrale où on devait exposer ces tableaux. Alors d'année en année, on constitue la collection, un peu moins à partir du second tiers du XVIIe siècle, les choses tombent un peu en désuétude, et en 1723, je crois, le chapitre de la cathédrale trouve que ces vieilleries sont bien encombrantes, alors il en disperse quelques-unes, il en brûle un certain nombre d'autres, et n'est-ce pas, Charles Sterling a très bien montré que les tableaux qui ont été conservés, et qui en particulier figurent aujourd'hui au musée de Picardie, sont ceux dont le style rappelait le plus le rococo à la mode en 1723. Disons que le style gothique peut déjà appeler la complication, la complexité, l'abstraction même d'une certaine façon, que l'on trouve dans l'œuvre rococo. Ce sont donc ceux qui ont été conservés.
Mais pour en revenir alors à l'utilité du tableau dans, la confection du poème. Le tableau est donc exposé au regard public à partir de Noël, environ. Donc vous êtes amateur de poèmes compliqués, vous venez voir un peu le tableau, vous venez prendre connaissance avec la devise palinodiale donnée par le maître, vous voyez ça à Noël. Et vous avez, pour composer votre poème et le présenter au concours, votre dissertation en rime, pour ainsi dire, vous avez la période qui va de Noël à la Chandeleur, peut-être la semaine précédant la Chandeleur, peu importe. Vous avez quelque chose comme 5 semaines, le poème étant un poème de 5 strophes, une semaine par strophe, et si l'on peut dire, le tour est joué. Ces poèmes-là auront été conservés ou ne l'auront pas été. Je voudrais insister sur un point, puisque longtemps on a pensé que ces poèmes étaient des poèmes composés par des poètes du dimanche, comme on parle de peintres du dimanche, et pourquoi pas. C'est vrai que ce sont des poèmes endimanchés, et ça n'est pas parce qu'un peintre est un peintre du dimanche qu'il est a priori privé de talent, n'est-ce pas? La première chose que je voudrais faire remarquer, c'est que ce puits d'Amiens, pour la période que je connais le moins mal, disons les années 1450 à peu près 1520, a été fréquenté par des personnalités de premier plan, n'est-ce pas? Et là, je pèse mes mots, des personnalités de premier plan. Par exemple, j'ai eu la chance de retrouver un poème qui aurait été composé dans le milieu du XVe siècle à peu près, par une personnalité très importante de la cour de Bourgogne, vivant à Lille, copiste à ses heures, remanieur de chansons de geste pour les ducs de Bourgogne, qui s'appelait Jean Miellot. Eh bien, Jean Miellot a fait le voyage de Lille à Amiens pour venir présenter un chant royal de sa composition. Et ce n'est pas à Amiens que j'ai retrouvé le poème, mais c'est dans l'œuvre de Jean Miellot. Et il était parfaitement identifiable. On pourrait retrouver l'année assez facilement. Enfin, j'ai eu la chance de faire une communication sur ce propos devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sous le patronage du très regretté André Crépin, n'est-ce pas, qui est décédé, voilà, 52 mois aujourd'hui. Donc, cette personnalité de premier plan, Jean Miellot, a travaillé pour le Puy d'Amiens, n'a pas trouvé indigne de venir proposer un poème dans ce puits et soumettre au jury un poème dans ce puits. Mais vous trouvez aussi des poèmes dans les arts poétiques qu'on appelait les traités de rhétorique, n'est-ce pas? Les arts de seconde rhétorique de la fin du XVe siècle, je pense au doctrinal de la seconde rhétorique, où l'on trouve un chant royal que l'on ne trouve pas ailleurs, et je pense aussi, n'est-ce pas, à une devise palinodiale, harpe rendant souveraine harmonie, qui est aussi le refrain d'un chant royal de Jean Molinet. Jean Molinet, le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est probablement l'un des plus grands, des grands rhétoriqueurs, n'est-ce pas, qui a vécu à Valenciennes, qui a eu pour disciple Jean le Maire de Belge, qui avait pour ami Jean Marot, le père de Clément Marot. Enfin, vous voyez à peu près la représentation. Et ce Jean Molinet a été très illustre. Donc lui-même aura été d'une manière ou d'une autre en relation avec le Puy d'Amiens. C'est vous dire qu'il y avait des personnalités de premier plan. Mais la critique interne des poèmes vous renseigne aussi, puisque là je m'en tenais au renseignement que l'on a en quelque sorte de l'extérieur. La critique interne. En effet, jusqu'au Puy d'Amiens, c'est-à-dire jusqu'aux années 1390, le poème que l'on composait dans un puits littéraire, par exemple à Arras au XIIIe siècle, par exemple à Valenciennes au XIVe, par exemple à Paris dans la confrérie des Orfèvres, n'est-ce pas, c'était ce qu'on appelait un servantois. Alors le servantois, c'est un poème d'amour que l'on convertit en prière. Vous savez bien que le culte marial au Moyen-Âge est indissociable de ce qu'on appelle la courtoisie.
c'est-à-dire le culte de la dame, en quelque sorte. Donc, une chanson d'amour est convertie comment dire, en cantique à la Vierge, en cantique à Notre-Dame, et on appelle cela d'une manière générale le Servantois. Eh bien, le Puy d'Amiens est la première de ces institutions à changer ce gabarit en quelque sorte et à préconiser comme genre poétique le chant royal. Alors le chant royal, qu'est-ce que c'est? Je constate d'abord que le chant royal a été évoqué, je parlais des années 1390 pour les débuts de ce puits poétique, ou les débuts des activités poétiques de cette confrérie du Puy Notre-Dame. Eh bien, il y a un traité d'Eustache Deschamps, qui est un très grand poète de l'époque, Charles V, Charles VI, n'est-ce pas, qui date de 1392, qui s'appelle l'art de Dittier, n'est-ce pas? L'art de Dittier d'Eustache Deschamps est en quelque sorte l'art poétique de l'époque, vous voyez, dernière décennie du XIVe siècle. Et dans ce art de Dittier, n'est-ce pas, Eustache Deschamps, qui était picard, hein, des alentours de Senlis, il était par là-bas. Eustache Deschamps déclare « Je pourrais parler du chant royal. On n'y faisait pas de refrain autrefois. Aujourd'hui, le chant royal est à refrain, mais étant donné que ce n'est pas en tant que tel un poème aristocratique, je n'en parle pas. » Eustache Deschamps parlait pour les très grands seigneurs, pour les cours, si vous voulez. Et il y a lieu de parier que si le chant royal, dans les années 1390-1392, a un refrain, c'est à cause du Puy d'Amiens. Pourquoi? Parce que le refrain, c'est la devise palinodiale voulue par le maître. Alors à ce moment-là, le chant royal a un refrain, et je disais, le chant royal, c'est une grande ballade, une ballade amplifiée, et pardon si la formule est un peu technique, mais c'est en principe un poème de 5 onzins, n'est-ce pas? Donc des strophes de 11 vers, c'est un vers de moins que le 12 délinant, n'est-ce pas, que le 12 lyrique. Donc onzins à refrain, 5 onzins à refrain, et de pareilles dispositions des rimes, suivi d'un envoi qu'on appelle le prince, mais enfin peu importe, d'un envoi qui commence en principe par l'apostrophe maître. Hein, on s'adresse au maître de la confrérie, au maître du puits, et qui a lui-même un refrain. En somme, une ballade amplifiée. On ne sait pas trop si c'est la ballade qui a donné le chant royal qui a donné la ballade. C'est un discours extrêmement complexe. Mais il y a lieu de penser que le Puy d'Amiens a promu, en quelque sorte, une forme poétique qui est de grand avenir, qu'on va trouver aussi chez des grands poètes, qu'on trouve par exemple chez Charles d'Orléans, qu'on trouve chez Villon, n'est-ce pas? Mais une formule poétique qui est venue véritablement de ce Puy d'Amiens. Et quand je disais que cette formule-là avait été pleine d'avenir, c'est qu'il y a un puits qui aurait été beaucoup plus connu que le Puy d'Amiens, qui n'aurait pas existé sans doute sans le Puy d'Amiens, c'est le puits de Rouen. Le puits de la Conception de Rouen, qui est fondé en 1492, vous voyez, nous sommes quand même 100 ans après la fondation du Puy d'Amiens, qui pratique le chant royal avec une obligation qui est de chanter la Vierge de la Conception. Il y a une vieille tradition populaire en Normandie et aussi dans la région lyonnaise, en France, qui est de la dévotion à la Vierge de la Conception, alors même que le dogme de l'Immaculée Conception est un dogme, j'allais dire, récent, 1854 ou quelque chose comme cela, mais on fêtait la conception de la Vierge en Normandie et dans la région lyonnaise dès les 11e, 12e siècles. C'est dire que c'est quelque chose de très ancien. Donc Rouen propose des chants royaux sur le thème de la conception à l'intérieur d'un puits qui s'appelle le puits de la Conception de Rouen. N'est-ce pas? Et alors, pour en revenir à Amiens, cette fois-ci, Amiens, en principe, dans ses poèmes, se fonde, j'allais dire, sur une autre spécialité dévotionnelle concernant le culte marial, c'est-à-dire sur la Vierge
de la présentation au temple, de la chandeleur. C'est-à-dire qu'on chante dans son poème ce qui est en quelque sorte la raison d'être de l'office du jour de l'Assemblée générale. La présentation de la Vierge chandeleur, en principe, dans l'envoi, la dernière strophe, la demi-strophe finale du chant royal en question, on trouve à Amiens une allusion à Siméon qui reçoit l'enfant des mains de sa mère, et il est fait allusion à ce jour spécial qui est la chandeleur. Et dans le poème lui-même, on chante plutôt, mais d'une manière extrêmement complexe, la faculté d'intercession de la Vierge, comme d'ailleurs dans le tableau, c'est-à-dire, je dirais, la qualité indispensable de la Vierge entre l'humanité pécheresse et Dieu. N'est-ce pas ? On chante la moyenneresse, comme on disait au Moyen-Âge, c'est-à-dire l'auxiliatrice, la médiatrice, comme on dit de nos jours. Et alors, un autre motif d'étonnement pour l'amateur de littérature, c'est que ces poèmes sont extrêmement complexes, comme le tableau lui-même. Il est question d'interprétation mystique, allégorique, d'interprétation sur 3 plans différents. Alors je sais bien qu'il y a eu des théories à cet égard-là dans la littérature du Moyen-Âge. Mais ce que je trouve étonnant, et je n'ai pas de réponse là-dessus, c'est que, ordinairement, une connaissance aussi précise de la Bible, c'est une connaissance que l'on trouve dans les milieux cléricaux. Et parmi nous, n'est-ce pas, même avec une teinture du catéchisme, nous sommes nombreux, j'allais dire, à confondre David et Goliath, enfin, pas très bien connaître ce qui s'appelait l'Histoire sainte ou l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Eh bien, il se trouve qu'à cette fin du Moyen-Âge, ce début de la Renaissance, vous avez des poètes, qui sont des poètes du dimanche, des poètes lauréats, anonymes, c'est tout dire, qui ont une culture biblique absolument étonnante. Alors, il est à se demander si, dans l'ère de la cathédrale d'Amiens, il n'y avait pas, d'une certaine façon, une école d'interprétation biblique à laquelle participaient un certain nombre d'amateurs. Alors voilà, on avait donc en théorie une collection de chants royaux d'Amiens, n'est-ce pas, à raison d'un primé par an. Le bénéficiaire recevait pour prix une couronne d'argent qu'il pouvait se mettre sur la tête. Voilà un bel emblème pour un poème qui avait été couronné. Il ne recevait pas, comme à Arras, en plus, sa provision de vin pour l'année. Mais après tout, bien qu'il y ait eu dans les alentours d'Amiens des vignes assez réputées, bon, il buvait peut-être autre chose. Eh bien, ces poèmes-là, on aurait dû en avoir une collection assez importante. Il se trouve que si le chapitre de la cathédrale a conservé au moins jusqu'en 1723 les tableaux, apparemment, il a mis au feu, au fur et à mesure, les poèmes, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous savez, jusqu'à une époque récente de la critique, on aurait volontiers imité le chapitre de la cathédrale d'Amiens s'agissant de ces poèmes palinodiques, parce qu'on les trouvait quand même plus ennuyeux à étudier que des extraits de Villon ou des fabliaux érotiques. Donc c'est une difficulté de la chose. Il nous reste, je vous citais tout à l'heure, 3 exemples de poèmes qui sont authentiques, n'est-ce pas? Jean Miellot, le poème d'un art poétique, et peut-être le poème de Jean Moulinet, mais à part ça, la collection du Puy d'Amiens, ma foi, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Quelle est l'anthologie majeure de ces poèmes du Puy d'Amiens? C'est un recueil qui a été offert à Louise de Savoie après la visite qui a été faite de la ville d'Amiens, l'entrée royale qui a été faite dans la ville d'Amiens par son fils, François Ier, et elle, à la mi-juin 1517. Ils sont restés 3 jours à Amiens, reçus fastueusement, et comme Louise de Savoie a visité la cathédrale, s'est intéressée, j'espère que c'était un peu plus que poliment, à la collection de tableaux qu'elle a vue. On lui a dit, mais je pense que Majesté, Madame, je ne sais pas,
mais il y a aussi les poèmes qui vont de pair avec ces tableaux, et on promet de lui en offrir un recueil qui lui est remis au château d'Amboise dans le cours de l'année 1518. Ce recueil, nous le conservons encore, c'est le recueil de la Bibliothèque nationale de France. La cote est la suivante, français 145. Français 145. Et c'est un recueil d'environ 48 poèmes. Sur la page de gauche, on voit l'enluminure qui est censée être une reproduction du tableau qui était exposé dans la cathédrale, et sur la page de droite, le poème qui avait été primé. Mais, comme on ne sait pas le nombre de tableaux qui avaient été dispersés, comme on ne sait pas non plus le nombre de textes de poèmes qui avaient été brûlés, on a demandé à un rhétoricien de boucher les trous, c'est-à-dire refaire les poèmes manquants, n'est-ce pas? Et on ne sait pas non plus si l'enlumineur qui représente les tableaux a vraiment représenté les tableaux ou les a réinterprétés de son cru. Donc voilà où nous en sommes. Hein. On ne peut pas trop parler de poèmes authentiques. Mais à ce sujet-là, n'est-ce pas, voilà, vous avez ici un poème qui a été composé pour l'occasion, le poème liminaire du recueil en question, donc français 145, l'enluminure à gauche et le poème à droite. Alors, dans cette sorte de trône, vous voyez Louise de Savoie, n'est-ce pas, la mère du roi François Ier, avec les dames de sa suite à son niveau et derrière elle. Et vous voyez ici deux notables de la ville d'Amiens, un qui présente le livre. Le livre était relié de velours pair, comme on disait, c'est-à-dire de velours violet. Il ne l'est plus aujourd'hui parce qu'on a refait la reliure au cours du XVIIe siècle. Et il y a un autre notable, peut-être le président du Puy à l'époque, en 1518. Et alors le poème qui est à droite a pour refrain ceci: Mère humble et franche, au grand espoir de France. Mère humble et franche, au grand espoir de France. Cela se passait, n'est-ce pas, au mois de juin 1517. Bon, je ne sais pas si Amiens pourrait dire la même chose au mois de juin 2017, 500 ans après, pour une autre personne. Mais je peux vous le lire, ce poème, parce que je l'avais édité en son temps. Alors je vous le lis entièrement, et avec un mot de commentaire. Très excellente, illustre et magnifique fleur de noblesse, exquise et redolente dame d'honneur, princesse pacifique, salut à ta majesté précédente. Tes serviteurs, par voie raisonnable, tant justiciers que le peuple amiable d'Amiens, cité dite d'Amilité, Amiens, cité dite d'Amilité, recommandant sont par humilité leur bien public en ta grâce et puissante, toi confessant être en réalité mère humble et franche au grand espoir de France. Donc on offre un livre, donc on espère la protection royale et de la maman du roi. Et qu'ainsi soit, dame scientifique, tu as porté comme mère et régente le royal sang, le corps honorifique du roi François qui les François régente, en leur causant un espoir admirable, dont que la ruine insupérable Marie, vierge en sa maternité, nous a porté, quant à l'humanité, totalement du monde l'espérance, aussi es-tu par autre qualité, mère humble et franche, au grand espoir de France. Le parallèle entre Louise de Savoie et la Vierge Marie. On ne se prive de rien. Dame humble et franche en la foi catholique, incessamment tu m'as curé en tente à décorer cette Vierge célique pour implorer la perdurable attente. Ce connaissant, le sudit peuple affable, amiénois de la Vierge ineffable, a fait extraire aucune autorité en ce volume et spaciosité, c'est-à-dire espace, pour présenter en toute jouissance à ta hauteur, dame qu'est récitée, mère humble et franche, au grand espoir de France. Si son portrait, les tableaux, par pratique mise à l'église en Amiens résidente, appropriant l'ouai naturel, antique ou mosaïque à la Vierge prudente, par les maîtres du puits recommandable, lesquels en font festivité laudable, et commença leur confraternité l'an 1380, tout noté 13 ans avec, ayant la connaissance que la Vierge est en singularité, mère humble et franche au grand espoir de France. Donc on fait commencer l'association ici en 1393. Du sens moral, mystique, allégorique, qui, le refrain du tableau représente, fait mention par l'art de rhétorique le chant royal, qu'ensemble je présente à toi, madame excellente et notable,
autre princesse aux Français profitables, si te requiert que ta bénignité ce petit don plaise avoir accepté, du présenteur suppliant l'ignorance, qui te connaît sans ambiguïté, mère humble et franche au grand espoir de France. Et voici l'envoi. Dame de paix et de tranquillité, tes serviteurs d'Amiens, ville et cité, veuillent toujours avoir en souvenance, en toi prouvant jusqu'à l'extrémité, mère humble et franche, au grand espoir de France. Voilà donc le poème liminaire. Et alors, un exemple maintenant de poème conservé dans le recueil, n'est-ce pas, c'est le poème primé en 1460. Le maître élu en 1459, l'année précédente, celui qui est l'auteur de la devise palinodiale, s'appelait Jean Framery. Et il était procureur au bailliage, c'est-à-dire, vous voyez, un haut fonctionnaire judiciaire, n'est-ce pas? Mais un certain nombre de hauts fonctionnaires participaient avec succès à ces puits et à ces concours poétiques des puits. Alors ce qu'il invente, c'est une allégorie du miroir. Voilà, donc le personnage qui est censé être le maître, Jean Framery, le phylactère qui s'élève de ses mains jointes, ce qui veut dire que c'est quand même ce phylactère, ce propos, et le poème qui en découlera, sont quand même une expression de la prière, n'est-ce pas, une expression de sa piété. Miroir de fouet, d'amour et d'espérance. Miroir de foi, en français moderne, d'amour et d'espérance. Alors vous voyez les angelots qui chantent en face, et vous voyez une représentation du miroir. Le miroir en question porte en son centre, pour ainsi dire, reflète, réfléchit, une Vierge à l'enfant, qui est peut-être d'ailleurs dans une scène associée à la nativité. Bon, je n'insiste pas sur les personnages qui sont autour, qui sont les prophètes, les rois, etc. Et le miroir est évidemment un miroir doré, sinon un miroir en or massif. N'est-ce pas, le pied du miroir est intéressant, voilà, puisque vous voyez qu'il y a 4 animaux allégoriques qui sont représentés au bas du socle lui-même. Alors nous allons essayer, j'allais dire dans les minutes qui nous restent, mais il nous reste encore de grandes minutes heureusement, de lire le poème. Voilà, on peut s'en tenir là. Alors en détail, vous voyez des lettrines, n'est-ce pas, de grande taille, qui sont ornées de fleurs, quelquefois de fruits. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas que dans une colonne, vous avez soit l'initiale du vers, soit la deuxième lettre, dans le cas du premier vers, n'est-ce pas, qui est copiée en capitale aussi. Alors, bah, écoutez, on va le lire. Première lettrine, c'est un D. Nous sommes bien d'accord, hein? Dieu, un miroir, faire prédisposa en la chambre de son éternité, qu'en fin des temps forma et composa de matière de préciosité. Ce miroir est de Dieu mère et figure. Vous voyez, le miroir est bien l'allégorie qui représente la Vierge. C'est à la fois la mère de Dieu, mais c'est aussi la figure de la mère de Dieu. Donc, ce miroir est de Dieu, mère et figure, luisant en gloire, en grâce et en nature. Le miroir a sous mystique valeur. Donc, il faudrait interroger l'allégorie du point de vue mystique. Douce et rondeur, ça c'est une faute. C'est une faute parce que le copiste s'est trompé. Douce et rondeur, ça ne veut rien dire, c'est probablement forme en rondeur. Parce que c'est évoqué un peu plus loin dans le poème. Donc, douce et rondeur ou forme en rondeur. Et de tous les splendeurs, c'est-à-dire de tous les côtés. N'est-ce pas? Vous savez bien le lait du drap, de tous les latus en latin, et de tous côté splendeur, les trois en un, une sorte de trinité,
les trois en un font vive démontrance que la Vierge est dite par bon acteur, c'est-à-dire un personnage qui a l'autorité, celui qui a écrit qui a l'autorité, miroir de foi, d'amour et d'espérance. Voilà la première apparition de la devise palinodiale. On attaque le second 11-1. J'ai oublié de vous dire qu'en principe, le 11-1 avait pour schéma de disposition des rimes A, B, A, B, C, C, D, D, E, D, E. Normalement, dans une balade comme dans un chant royal, les 4 premiers vers sont toujours à rimes croisées, A, B, A, B. N'est-ce pas? Après, il y a une exception dans la poésie de Christine Pizan, mais c'est un détail. Voilà, donc ici, la lettrine est un C. Ce miroir fut splendeur, foi qui passa, éternité, enfer des cieux sublimité, passa de terre où celle appréhenda, parfois en sens plus qu'ange daté, enfer passa, submarchant parfois pur, l'infernal prince et toute forfaiture, parfois de mère et de vrai et de vierge l'honneur, parfois de mère et de vierge l'honneur, en terre obtint puis son fils et salveur, mourir veant, fait eut de foi constance, dont resplendit l'or sur terrestre erreur, miroir de foi, d'amour et d'espérance. Ce que ça veut dire, c'est quand même assez chantourné, assez compliqué. On continue avec la splendeur de la Vierge, et ce que l'on dit ici, c'est que non seulement il y avait ces qualités dont on a parlé, miroir de foi, d'amour et d'espérance, qui sont des qualités de la Vierge au nom de l'intercession, de la médiation dont je parlais tout à l'heure, mais vous avez aussi l'évocation à la fin de ce deuxième couplet du Stabat Mater, si vous voulez, de la Vierge de douleur, de sa compassion lors de la passion de son fils, n'est-ce pas, quand elle a vu son fils et sauveur, n'est-ce pas, mourir en le voyant mourir, elle a été la seule à avoir de la constance dans sa foi, c'est-à-dire à avoir fait confiance en Dieu, à Dieu, si vous voulez. Et là, vous avez l'évocation d'une dévotion qui est très neuve à ce moment-là, n'est-ce pas, l'évocation de la compassion de la Vierge, l'évocation du Stabat Mater, Stabat Mater Dolorosa, donc au pied de la croix. Troisième lettrine, c'est un F, forme en rondeur. Vous voyez, on retrouve ce qui paraissait dans la première strophe, douce et rondeur, ce qui ne voulait rien dire, c'est probablement forme en rondeur, que sans fin miroir a, pas la forme demi-sphérique du miroir, en Marie est d'amour l'infinité, laquelle amour l'infini limita sous parvité de notre humanité, c'est-à-dire que grâce à la Vierge, Dieu a réduit en quelque sorte son infini à nos proportions humaines, c'est-à-dire à la petitesse de notre humanité, aux limites de notre humanité. Ainsi, adora son facteur et facture, la Vierge a donc le veut en nature, compréhenseur, Dieu, homme et viateur, c'est-à-dire voyageur, de grand amour qui, comprise en rondeur, nature humaine et divine substance, qui fit la Vierge en somptueuse heure, non, je me trompe là, qui fit la Vierge en sempiternelle heure, c'est-à-dire en bonheur, en quelque sorte perpétuel, qui fit la Vierge en sempiternelle heure, miroir de foi, d'amour et d'espérance. Voilà, on peut continuer, on va peut-être regarder l'envoi, la dernière strophe, parce que je pense sans être sûr, oui, voilà. Un N, ici donc, maître
Voilà l'apostrophe, alors que dans la plupart des ballades contemporaines, je pense par exemple à des ballades de Villon, ne serait-ce que la ballade des Dames du temps jadis, prince n'enquéré de semaine, où est le son de 7 ans, etc. Ici, maître. Maître au miroir. Maître au miroir, mirez, voilà c'est ça. Maître au miroir, mirez notre Seigneur, que Siméon, en foi et en crémeur, c'est-à-dire en crainte, n'est-ce pas, reçut et vit sous l'égale ordonnance qu'à Dieu offrit pour le juste et pécheur, miroir de foi, d'amour et d'espérance. Voilà, l'enfant est présenté par sa mère pour, en quelque sorte, la rédemption, le rachat du juste et du pécheur. Voilà, un spécimen parmi d'autres. Alors, inutile de dire que le texte peut être fautif, et ça n'est pas toujours facile d'analyser la raison des fautes d'un copiste dans un manuscrit du Moyen-Âge. Aujourd'hui, s'il y a une erreur dans un acte notarié, vous pouvez toujours dire que le notaire a été assailli du coup de téléphone de clients impatients, ce qui est le cas, en général. Mais ici, les causes doivent être différentes, et de temps en temps même, il est assez difficile de comprendre ces textes-là. Alors, j'en ai fait la copie, n'est-ce pas, de tous ces chants royaux, et j'aimerais bien en faire l'édition. Ce que j'espère, c'est que je ne suis pas seul à être intéressé par ces textes-là, mais d'ailleurs, je n'en doute pas. Mais ils sont extrêmement difficiles. Non seulement il faut de temps en temps rectifier le texte, mais encore il faut essayer de le comprendre, c'est-à-dire de proposer une solution sur le sens du texte, n'est-ce pas? Donc, ça n'est pas forcément facile, mais ça se fera. Alors, pour résumer, n'est-ce pas, sur cette ville d'Amiens, il me semble que le Puy, du point de vue de ses activités artistiques, on a de très belles traces au musée de Picardie, aussi du point de vue de ses activités littéraires, a été une société extrêmement distinguée. Alors je sais bien que la poésie savante, c'est là presque une alliance de termes, enfin on n'aime pas trop la poésie savante. Bon, on lit encore les hymnes de Ronsard parce que c'est Ronsard, mais on n'aime pas trop la poésie savante, on n'aime pas trop la poésie scientifique. Il est possible que l'on préfère Verlaine à Paul Valéry, par exemple. Bon, c'est quelque chose de très compréhensible. Mais enfin, ce n'est pas parce que cette poésie est difficile, cette poésie est complexe, qu'elle est inintéressante. Et la première question que l'on pourrait se poser, c'est d'essayer de savoir pourquoi cette poésie a intéressé des Amiénois et des très, très grands personnages de l'histoire amiénoise, et cela pendant des siècles. La poésie scientifique a peut-être sa raison d'être, comme d'autres styles. C'est une question qu'on pourrait se poser. En tout cas, il est certain que cette ville d'Amiens, par cette association urbaine qui est le Puy, comme d'autres villes avant elle, je pense à Arras, comme d'autres villes après elle, je pense à Rouen par exemple, a beaucoup travaillé pour l'évolution, je dirais, pour l'évolution des formes poétiques. Car ça c'est une découverte du littéraire à l'expérience, mais c'est une expérience que vous avez certainement faite aussi. On se rend compte que les formes poétiques, comme d'ailleurs les formes d'art en général, ne sont pas figées. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas spécialement de perfection là-dedans, mais l'histoire des formes d'art est au fond une histoire organique. C'est-à-dire que les formes naissent, elles grandissent, elles prospèrent, un beau jour elles meurent. Elles sont remplacées par autre chose parce que l'époque demande autre chose. Et c'est ainsi que la ballade du Moyen-Âge aura été remplacée par le sonnet à partir du XVIe siècle, et le chant royal aura été remplacé par l'ode, par exemple, dans la poésie du XVIIe siècle. Mais là,
vous voyez, si l'on a élargi l'horizon comme c'est le cas, c'est que ça n'est plus le propos sur une spécialité qui était la poésie religieuse ou la poésie lyrique et l'aspect religieux dans le Puy-d'Amiens. En tout cas, je vous remercie. Alors il y a place maintenant aux questions. Nous avons bien une vingtaine de minutes, je pense. Oui. Et oui. Voilà, alors donc c'est à propos des formes picardes. Y a-t-il des formes picardes caractéristiques dans ce texte? Moi je n'ai vu que rechu, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Oui, mais ça Une forme de graphie. Ça fait pas beaucoup. Non, ça n'est pas beaucoup. Ça n'est pas beaucoup. Je pense que j'ai trouvé de temps en temps vous savez, le que devant A, par exemple. On dit un 4 pour un chat, enfin, un quien, mais c'est peu de choses. Je pense qu'on ne dépasse pas tellement les formes graphiques, en quelque sorte. Oui. Et encore, vous savez que ça pose un problème. Enfin, Jean-Michel saurait ça sur le bout du doigt mieux que l'ignorant que je suis, mais ça pose un problème parce que les poèmes en question ont été offerts à la mère du roi de France, c'est-à-dire qu'il s'agissait, je crois, moins de donner un document spécifiquement picard que de donner un exemple de poésie qui était d'envergure nationale. Je dis ça parce que je me rappelle avoir étudié, et puis d'ailleurs en avoir parlé, je me souviens où, le texte de Geoffroy Tory, vous savez, qui est presque contemporain, qui est de 1521, je crois, qui concerne l'abécédaire, qui concerne les procédés d'imprimerie, qui concerne aussi les dialectes, les différents dialectes. Et ma foi, quand il parle de la langue picarde, ça n'est pas tellement tendre. Ça n'est pas tellement tendre. Alors je me demande s'il n'y a pas eu un mouvement au début, mais là je suis bien ignorant, au début du XVIe siècle, qui cherchait plutôt une normalisation par on dirait la langue centrale aujourd'hui, en tout cas dans ce domaine-là, mais probablement y a-t-il des traces graphiques, en effet, hein, des traces, on va dire, orthographiques pour aller vite. C'est pas un essai de réponse. Hein. Oui, mais je voudrais ajouter quelque chose, je voudrais vous proposer une survivance à cette coutume que j'ai rencontrée en travaillant sur les Rosati et leur installation au logis du roi. Dans les années 1900, quand ils ont acheté le logis du roi, la société donc des Rosati, ils ont proposé différentes choses au concours, et donc il s'agissait de réaliser une guirlande de la Vierge. Et cette guirlande de la Vierge avait, donc c'était une poésie qui était composée donc en picard. Il y avait une version picard et une version française. Malheureusement, on n'a pas retrouvé cela. Et il y avait aussi, je pense, quelque chose de pictural, ou peut-être même une statue, je ne sais pas. Parce que là, actuellement, sur le logis du roi, vous avez dû voir qu'il y a un petit blason, mais enfin, je crois qu'il ne contente pas tellement les amateurs, enfin, plutôt les historiens de l'art. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Parce que, donc, longtemps après, on a pu vouloir faire la même chose, mais aujourd'hui, non. Vous aviez la persistance des Jeux Floraux de Toulouse aussi. C'est une très ancienne, une association qui est plus ancienne encore que le Puy-d'Amiens, et n'est-ce pas, où avait concouru Victor Hugo, par exemple, c'est 18 ans, enfin bon. Mais vous aviez aussi des concours poétiques dans d'autres académies, l'Académie de Lyon, par exemple, n'est-ce pas, où vous pouviez avoir des prix de poèmes. Alors, ce que je crois, c'est que les poèmes pour Amiens étaient composés en français. D'ailleurs, ça n'est pas spécifique à Amiens. À Valenciennes, on sait très bien qu'il y a, n'est-ce pas, un dialecte ou un patois de Valenciennes qui est le rouchi. Ces poèmes-là sont écrits dans un français très pur. Et bon, je n'ai pas d'explication, si vous voulez, mais c'est un parti pris, certainement. Moi, j'ai noté que tu viens de dire aussi que ces poèmes étaient adressés à la mère du roi de France. Et effectivement, il y a deux sources de la tendance à faire du français central. L'une, c'est l'évolution qui va vers la langue royale et nationale unique, hein,
Mais il y en a une autre aussi, qui est que on s'accommode. Hein, c'est le terme sociolinguistique actuel. C'est l'accommodation au destinataire. Et Serge Lusignan a montré que certains textes émis par la chancellerie royale à destination du comte de Hainaut, par exemple. Alors, on est avant la période dont tu parles, bien entendu. Hein, bon. Mais certains textes pour le comte de Hainaut étaient farcis de formes picardes. Et pendant ce temps-là, le comte de Hainaut, quand il écrivait au roi de France, évitait les formes picardes. Ah oui. Il y avait une espèce de politesse qui consistait à s'adresser aux gens dans les formes qu'ils affectionnaient. Au destinataire, oui, c'est ça. Mais il est vrai que c'est avant la période dont tu parles, puisque après, quand même, ça a été une norme centrale et nationale, on peut dire. Mais cela dit, alors puisque tu évoquais le propos, les allusions au passé politique récent ou à l'actualité politique sont nombreuses, et sont très explicites même. Puisqu'on parlait des tableaux du maître d'Amiens, il y en a un, je ne me souviens plus si c'est pré-ministrant, enfin c'est un de ces trois tableaux de 1518 à 1520 ou en nouveau style 1519 à 1521. Il y en a un où l'on reconnaît très bien François Ier, d'ailleurs le profil a été soigné, enfin, et à proximité, le jeune Charles Quint. On reconnaît le jeune Charles Quint, on le voit sur l'image, comme, n'est-ce pas, dans La Vierge au palmier, on voit un camp militaire de pavillons qui sont orange et jaune, qui ressemblent quand même furieusement à une représentation du camp du Drap d'Or. N'est-ce pas? Donc il y a des allusions qui se comprennent d'ailleurs, vu le passé de la Picardie tiraillé entre la Bourgogne et, n'est-ce pas, la France. On comprend ces sortes de revendications très nettes, enfin, pour avoir un peu de stabilité, certainement. Oui. Est-ce qu'on a conservé d'autres détails concernant l'organisation des buts, je pense par exemple aux conditions pour pouvoir être élu maître? Alors je suppose qu'il y a déjà des conditions financières, puisqu'il faut pouvoir ensuite payer le tableau, mais est-ce qu'on a d'autres critères dans cette organisation? Le critère du choix du président, ça c'est peut-être un peu difficile. C'est peut-être un peu difficile à déterminer, mais les statuts, ils existent, oui, bien sûr. Et vous avez par exemple à la Bibliothèque des antiquaires de Picardie un manuscrit dont je n'ai plus la cote en tête, mais qui s'appelle l'Escritel. L'écritel, pour parler comme on parlait à l'époque. L'écritel, c'est pas forcément un écriteau, c'est un petit écrit. C'est un petit écrit qui mentionne un certain nombre de renseignements sur les statuts, sur le choix des personnes, sur leurs obligations, etc. Mais ça, c'est l'aspect, disons, à la fois historico-sociologique, un peu spécial, mais par les statuts, par les réformes des statuts ou les amendements des statuts, oui. Et vous trouvez des histoires, dans les histoires d'Amiens et dans les histoires du Puy-d'Amiens, vous trouverez certainement des renseignements qui vous intéressent. Oui, Jean-Michel. À la même époque, est-ce qu'on a continué une tradition d'écriture mi-lyrique, mi-religieuse en latin? Est-ce qu'il y avait des confréries qui produisaient ce genre de fleurs, mais en latin? Des confréries, je ne sais pas. Et alors là, on est en 1517, 1518, mais des poèmes bilingues, des poèmes religieux bilingues, on en trouve dans des recueils de la fin du XVe siècle. Et chose curieuse, c'est qu'on en trouve dans des recueils qui sont des recueils, j'allais dire, parfaitement populaires, je veux dire, destinés à un public qui n'est pas forcément latiniste. Alors,
notamment des louanges de la Vierge, qui sont bilingues. Oui, ça, j'ai trouvé cela dans des recueils. Alors, qui était l'imprimeur? Je ne me souviens plus, mais enfin, des imprimeurs connus de la fin du XVe. Et c'était des recueils qui se vendaient parallèlement à des livres d'heures, si tu veux, des livres de dévotion, des livres quelquefois hybrides d'ailleurs, parce qu'il y avait autant de recettes médicales que de préceptes sur ce qu'il fallait faire dans le jardin d'après le temps et la saison. Pardon. Comme les almanachs. Comme les almanachs, oui, comme les almanachs. Et puis des poèmes pieux, puisqu'il fallait faire ces choses-là avec piété, c'est mieux que les faire sans piété du tout. Mais on trouve des poèmes bilingues, je dis tout à fait à la fin du XIVe, la fin du XVe, mais je ne sais pas si c'est dans le cadre des confréries. Tu vois, ce qui voudrait dire que les confréries parlaient latin. Un certain nombre de membres des confréries parlaient latin, bien sûr, mais tous, c'est peut-être un petit peu difficile. Oui. La tradition des poèmes s'est maintenue quand on est passé d'un tableau à des sculptures ou des clôtures qui étaient offertes par les maîtres. Est-ce qu'on a maintenu le poème? Ah, mais le poème, à ma connaissance, le poème a dû se maintenir disons, jusqu'à la fin du deuxième tiers du XVIIe siècle à peu près, n'est-ce pas? Mais vous savez, les époques qui nous ont précédés étaient bien moins archivistes que nous. Aujourd'hui, nous conservons tout, n'importe quel tract n'est-ce pas? Enfin, nous, on conserve, on le sait bien. À l'époque, on rénovait très très facilement, enfin. Et les poèmes ont dû se maintenir. Alors, je n'ai pas d'exemple précis pour le Puy d'Amiens, mais je peux vous dire que Corneille, et peut-être les deux Corneille, Pierre et Thomas, ont concouru au Puy de Rouen. Vous voyez donc, de même que le très jeune Hugo a concouru aux Jeux floraux de Toulouse, les Corneille n'ont pas trouvé que c'était de la petite littérature. Et c'était pas des gens culottes courtes, hein, c'était des gens déjà, disons, majeurs ou adultes. Et je crois bien que la sœur de Pascal, Jacqueline, y a participé aussi. C'est dire, si vous voulez, c'est dire un certain climat, et qui faisait d'ailleurs que l'image ne contredisait pas le texte, probablement, n'est-ce pas? Et alors, on pourrait retourner exactement ce que vous avez dit. Le texte est compliqué du point de vue de l'interprétation, mais on est confondu aussi de voir comment le tableau peut être compliqué. Alors comment procédait le peintre? Où prenait-il ces interprétations-là? C'est un mystère parmi d'autres. Est-ce qu'on trouve des puits en dehors du domaine roman? Du domaine roman, c'est-à-dire, vous voulez dire le domaine de la langue? Oui, on peut trouver des puits ailleurs. Oui, il y en a eu un à Londres. Alors, mais le problème qui se pose, vous savez, c'est des choses, encore une fois, les archives, on les a jetées au fur et à mesure. Alors, c'est des choses qui sont très difficiles à reconstituer. Je suis arrivé à retrouver, ça n'est pas du tout héroïque, mais, n'est-ce pas, j'avais parlé pour un collègue et un ami professeur à Lille, qui était François Suard, et j'ai retrouvé des petites choses, enfin de quoi faire un article de 10 pages, sur un puits consacré à la Vierge, qui se tenait à Lille, au XVe siècle, à Lille. Il y a eu quelque chose à Londres, et ce qui serait intéressant, c'est de voir les filiations, si vous voulez, les influences. Londres, est-ce que c'est à partir d'Arras, est-ce que c'est à partir de Lille, est-ce que c'est... Voilà, je n'en sais pas plus, hein, mais j'ai lu quelque part qu'il y a eu un puits à Londres. De même d'ailleurs que je le disais tout à l'heure, il y a eu, sous l'influence probablement du puits d'Amiens, un puits à Abbeville. Et il y a par exemple un tableau, puisque vous parliez des tableaux, un tableau du puits d'Abbeville où on reconnaît très bien l'église Saint-Wulfran. On la reconnaît très bien, je ne sais plus, il est peut-être au Louvre, peut-être au musée de Cluny, je ne sais plus, peu importe. Mais là, malheureusement, la ville d'Abbeville a beaucoup souffert des guerres, n'est-ce pas? Et les archives sont restées dans une guerre, enfin, apparemment détruites, on n'en sait pas plus. Voilà. Et bon, il faut laisser des choses pour l'avenir aussi. Donc, voilà.
français, c'est dans Et à le- l'est, au nord et à l'est. C'est une abbaye ou une église ou- Écoutez, à l'Est, je ne suis pas sûr de moi, mais je me demande si on n'a pas parlé de choses à Nancy et à Metz. Ce sera à voir, à contrôler. Hein. Je jette ça comme ça, mais ce serait à voir. Mais, alors, cela dit, j'ai tiré la couverture à moi, puis je crois que... Oui, voilà, notre minute encore. J'ai tiré la couverture à moi parce que j'avais fait ma thèse de doctorat d'État sur le lyrisme concernant la Vierge Marie du XIIIe au XVe siècle. Parce que je me disais, on l'appelle Notre-Dame, comme le poète du Moyen-Âge appelait la femme de son cœur sa dame dominante. Donc j'entrevoyais un lien entre courtoisie, dirons-nous, et religion et dévotion mariale. Bon, je n'ai pas trouvé tout ce que j'aurais aimé trouver au bout des années de recherche de la thèse, mais enfin, tout de même, il y a des points de communication, et je crois que les Puys n'ont pas fait que des poèmes religieux. Par exemple, à Amiens, vous aviez pour une fête qui s'appelait la fête des pains ferrés. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait demander peut-être à un ecclésiastique si il a des lumières là-dessus. On faisait des poèmes qui étaient des fatras. Alors des fatras, peut-être pas le fatras des ordres comme on pensait, mais le propre du fatras, c'est que dans 2 vers qu'on vous donne, vous logez ce que vous voulez. Un peu ironique. Comment ? C'était un peu ironique. Ah oui, c'est volontiers ironique, le fatras, bien sûr. Alors on composait ça. On composait aussi des sottes chansons. Alors la sotte chanson consiste à retourner, dans le Puy de l'Amiens, consiste à retourner complètement les critères de la chanson d'amour. Alors, la femme que vous aimez a une jambe de bois, elle a de beaux yeux mais elle est borgne, etc. Tout ça dans les proportions d'une ballade ou d'un chant royal. On s'en lasse d'ailleurs. On s'en lasse parce que... enfin, je m'en lasse. Mais les occupations, c'est un petit peu, si vous voulez, comme la fête de la Chandeleur. Il y avait un aspect très pieux, mais il y a peut-être un aspect de carnaval aussi. Donc cela était mélangé dans le vide. On va devoir clore. Eh bien voilà, On va merci. remercier. Merci encore. Bonne soirée.